Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode permettant de résoudre des problèmes à l'aide d'un ordinateur. La recherche locale stochastique. Le nom est un peu effrayant, mais le principe est plutôt simple et facile à programmer, même pour les débutants. Je vais présenter cette technique à l'aide d'un exemple, le problème du voyageur de commerce. Comment produire un circuit de longueur minimale passant par chacune de ces 30 villes? Voici ma solution. Mais comment un ordinateur peut-il traiter efficacement ce problème? Pas seulement ce cas particulier qui est en fait une instance du problème, mais n'importe quelle instance, quel que soit le nombre de villes et leur disposition. Derrière son apparence anodine, ce problème est difficile à résoudre. D'ailleurs, la solution présentée ici n'est pas optimale. Le circuit fait 64,16 km, alors qu'il en existe qui font 60,26 km. Une approche extrêmement simple consiste à produire des circuits au hasard, calculer leur longueur et sélectionner le plus court. Voici un circuit aléatoire et voici le meilleur circuit obtenu en produisant 1 milliard de circuits aléatoires. Cela a pris 10 minutes à un petit programme JavaScript sur mon ordinateur de bureau. La longueur de ce circuit le plus court parmi 1 milliard de circuits aléatoires est 106,9 km. Plutôt que produire des circuits au hasard, on peut utiliser une heuristique, c'est-à-dire un algorithme donnant souvent des résultats acceptables, voire de qualité, mais sans aucune garantie d'optimalité. L'heuristique que je propose d'utiliser consiste à partir d'une ville, puis à rallier la ville la plus proche, puis la ville pas encore visitée la plus proche de la dernière ville visitée, et ainsi de suite. On obtient alors le circuit suivant qui a une longueur de 70,5 km. C'est beaucoup mieux qu'avec l'approche aléatoire, et beaucoup plus rapide, mais on est toujours loin de la longueur optimale de 60,3 km. Nous allons maintenant découvrir comment trouver un circuit de très bonne qualité, et même optimal, à l'aide de la recherche locale stochastique. L'idée consiste à partir d'un circuit produit aléatoirement, puis à l'améliorer par petites transformations successives, en laissant une place au hasard pour des raisons que je préciserai plus tard. Les ingrédients pour utiliser la recherche locale stochastique sont les suivants. Tout d'abord, il nous faut un espace de recherche, qui est un ensemble dont les éléments sont appelés configurations. Certaines de ces configurations doivent représenter les solutions recherchées. Ensuite, nous avons besoin d'un voisinage qui associe à toute configuration de l'espace de recherche des configurations dites voisines. L'idée est que deux configurations voisines doivent être ressemblantes. Le passage d'une configuration à une de ces voisines traduit l'idée de petites modifications. Il nous faut aussi un critère d'initialisation qui détermine la configuration à partir de laquelle on va commencer la recherche. Et nous avons également besoin d'un critère de transition qui permet, étant donné une configuration C, de choisir une des voisines de cette configuration. Ce critère de transition doit faire intervenir le hasard, mais en privilégiant certains voisins par rapport à d'autres. Il assigne donc une probabilité à chaque voisine de C. Enfin, il nous faut un critère d'arrêt qui permet de décider quand on arrête la recherche. Le schéma de l'algorithme est le suivant. On part d'une configuration choisie selon le critère d'initialisation, appelé configuration courante. Tant que le critère d'arrêt n'est pas réalisé, on remplace la configuration courante par une de ses voisines, choisie par le critère de transition. Le résultat
est la dernière configuration courante obtenue. L'algorithme est donc extrêmement simple, mais sa performance repose sur le choix des bons ingrédients. Examinons ceux que j'ai sélectionnés spécialement pour le problème du voyageur de commerce. D'abord, l'espace de recherche. Les n villes sont numérotées de 0 à n-1 et chaque circuit est représenté par une permutation de ces entiers de 0 à n-1, c'est-à-dire une liste dans laquelle chaque entier apparaît exactement une fois. Cette liste indique l'ordre de visite des villes quand on suit le circuit. On pourrait utiliser d'autres espaces de recherche, mais celui-ci me paraît être le plus naturel pour ce problème. Ensuite, j'ai sélectionné deux voisinages possibles. Avec le premier, que j'appellerai voisinage A, on passe d'une configuration à une de ses voisines en échangeant deux villes. Avec le second, le voisinage B, on passe d'une configuration à une de ses voisines en inversant une suite de plusieurs villes. Si on observe les configurations, on a l'impression que le voisinage B entraîne un changement plus important que le voisinage A. Mais si on observe les circuits correspondants, on a plutôt l'impression inverse. C'est le voisinage A qui entraîne le plus grand changement. À votre avis, lequel de ces deux voisinages sera le plus efficace? Les pronostics sont ouverts. Alors comme c'est le cas très souvent, nous allons utiliser comme critère d'initialisation la production d'une configuration aléatoire. Maintenant, le critère de transition est particulièrement critique dans un algorithme de recherche locale stochastique. Bien que ce ne soit pas une obligation, ce critère peut être basé sur une fonction coût qui est minimale pour les solutions du problème ou pour ses solutions optimales s'il s'agit d'un problème d'optimisation. Dans le cas du voyageur de commerce, la fonction coût la plus évidente consiste à associer à chaque configuration la longueur du circuit correspondant. Un bon critère de transition doit favoriser les transitions qui améliorent le coût, mais sans rejeter toutes les autres de manière systématique, pour éviter un blocage de la recherche, comme nous le verrons lors des expérimentations présentées dans la suite. Nous allons utiliser le critère de métropolis. Son principe est le suivant. On tire au hasard une configuration voisine V de la configuration courante C. Si le coût de V est inférieur ou égal à celui de C, on accepte V comme nouvelle configuration courante. Sinon, on accepte V avec une probabilité calculée à l'aide de la formule suivante, dans laquelle f désigne le coût et t est un paramètre appelé température. Lorsque cette température est proche de 0, les transitions défavorables, celles qui augmentent le coût, sont presque toutes rejetées. Au contraire, lorsque la température est très élevée, toutes les transitions sont acceptées et l'exploration de l'espace de recherche prend la forme d'une marche aléatoire ne tenant pas compte de la longueur des circuits. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une température intermédiaire, qui doit être calibrée expérimentalement. Dans l'algorithme appelé recuit simulé, la température est d'abord élevée, puis est progressivement réduite. Mais dans nos expérimentations, nous nous contenterons d'une température fixe. Nous arrêterons la recherche après un nombre donné de transitions et tentatives de transition, ou lorsque le coût tombe en dessous d'un seuil donné. Après la théorie, la pratique. J'ai implémenté l'algorithme basé sur les critères qui viennent d'être présentés. Voici les résultats obtenus. Les valeurs indiquées sont les temps moyens nécessaires pour trouver une solution optimale avec chacun des paramètres mentionnés. Les températures optimales ont été déterminées expérimentalement et sont sensiblement différentes
0,5 pour le voisinage A et 0,3 pour le voisinage B. À la température optimale, le voisinage B est 300 fois plus performant que le voisinage A. À une température proche de 0, c'est-à-dire quand les transitions défavorables sont interdites, le voisinage B est 1000 fois plus performant que A. L'effet du réglage optimal de la température est nettement plus marqué avec le plus mauvais voisinage. Observons maintenant comment évolue la configuration courante et son coût lorsqu'on utilise le voisinage A avec une température proche de 0. Dans un premier temps, le coût baisse progressivement, puis il n'y a plus aucune évolution. La configuration courante est loin d'être optimale, mais elle ne peut plus être améliorée en une seule transition. Pour trouver une solution optimale, l'algorithme va devoir faire de nombreux redémarrages à partir de nouvelles configurations initiales aléatoires. Si on observe maintenant ce qui se passe avec le voisinage A, mais avec la température optimale, on constate qu'il y a toujours une première phase d'amélioration progressive du coût, mais qu'ensuite la recherche n'est plus bloquée. Autoriser des transitions défavorables permet à la recherche de s'extirper des extrémums locaux de la fonction coût. Il n'y a pas de convergence vers une solution optimale, mais plutôt l'exploration d'une partie de l'espace de recherche contenant des configurations de coût nettement plus faibles que le coût moyen, incluant les solutions optimales. L'algorithme va finir par trouver une solution optimale, mais cela peut nécessiter de réaliser plusieurs transitions défavorables successives. Si on augmente la température, la recherche peut s'extraire plus facilement d'un ensemble de configurations où elle est piégée, mais on risquera alors de passer à côté d'une solution et de la manquer. Le réglage de la température est un compromis entre l'intensification de la recherche dans un ensemble de configurations à bas coût et sa diversification permettant d'éviter d'être piégé dans une partie de l'espace de recherche ne contenant aucune solution optimale. Le comportement observé cette fois-ci avec le voisinage B, toujours à température optimale pour ce voisinage, est similaire avec celui du voisinage A, mais après la phase d'amélioration progressive du coût, on constate que les configurations explorées ont des coûts nettement moins élevés. L'exploration est ciblée sur un ensemble de configurations nettement plus restreint que précédemment, ce qui permet de découvrir plus rapidement une solution optimale. Le voisinage B est donc meilleur que le voisinage A. Mais est-ce qu'on aurait pu le deviner avant de faire cette expérimentation? Je vais vous donner quelques éléments de réponse dans le cas où, comme pour notre exemple, le critère de transition est basé sur une fonction coût. L'association de cette fonction et du graphe de voisinage forme ce qu'on appelle un paysage de recherche. Pourquoi le voisinage B donne-t-il de bien meilleurs résultats que le voisinage A? C'est parce qu'avec le voisinage B, le paysage de recherche est plus lisse, alors qu'avec le voisinage A, il est en quelque sorte plus accidenté, plus rugueux. Alors, essayons de visualiser ces notions avec des paysages simplifiés. Si chaque configuration n'avait que deux voisines et que le graphe de voisinage était connexe, alors il y aurait une seule dimension à explorer. Le coût pourrait être vu comme une altitude et l'objectif de la recherche serait de trouver le point le plus bas. Voici deux exemples de tels paysages à deux dimensions dont une représente le coût. Le voisinage utilisé autorise un déplacement d'une unité à gauche ou à droite. Imaginez que vous deviez être parachuté dans un de ces paysages, recouvert d'un épais brouillard. Vous n'avez aucune vision globale. Votre vision est limitée aux deux plus proches positions. Votre mission est de rechercher le point le plus bas où se trouve un trésor. Vous disposez de bottes antigravité de sorte que les montées ne vous coûtent aucun effort. Dans lequel des deux paysages préféreriez-vous intervenir? Et pourquoi? La réponse est évidente.
Dans le deuxième paysage, le relief ne vous donne guère d'indices sur la présence éventuelle d'une solution à proximité. Aucune stratégie ne semble pouvoir être plus efficace qu'une exploration au hasard. Tandis que dans le premier paysage, qui est en quelque sorte plus lisse, en privilégiant les déplacements qui ne vous font pas remonter, on peut certes se faire piéger dans un plateau constitué de deux extrémums locaux, mais si on passe suffisamment près d'une solution, alors on va très vite la trouver. Attention! Avec les paysages de recherche des problèmes difficiles, tels que le voyageur de commerce, les choses sont beaucoup plus compliquées. D'une part, un paysage lisse est une condition nécessaire, mais en aucun cas suffisante à une recherche efficace. Par exemple, il faut que la fonction coût prenne suffisamment de valeurs différentes pour permettre l'existence de sortes d'entonnoirs appelés bassins d'attraction près des extrémums globaux, c'est-à-dire des solutions, même si en contrepartie de tels bassins d'attraction peuvent exister pour les extrémums locaux. D'autre part, les paysages usuellement utilisés ne ressemblent en rien aux paysages à 2 dimensions que nous avons vus, ni même aux paysages à 3 dimensions de nos promenades en montagne. Ce sont des paysages ayant des dizaines, voire des centaines et jusqu'à des millions de dimensions, que le cerveau humain a bien du mal à se représenter. Les illustrations en 2 dimensions sont de pures vues d'artistes, uniquement destinées à vous persuader que si le paysage est trop accidenté, aucune stratégie de recherche basée sur le coût ne pourra être efficace. Si vous voulez en savoir plus sur l'art de concevoir une application de recherche locale stochastique, je vous invite à lire le document d'accompagnement qui donne quelques bonnes pratiques et propose des exercices d'entraînement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles découvertes.